Donc je vais commencer sans plus tarder mon propos et pour le clore, je présenterai le projet dans sa totalité. Donc avant de commencer, je voudrais dire que je dédie ce travail à la mémoire de Josefina Ludmer, qui a toujours encouragé en moi l'imagination scientifique. Si dans certaines disciplines, comme l'histoire, les archives sont familières, qu'on se pose la question de leur statut ou pas, leur pertinence dans les études littéraires semble moins évidente. La position centrale de la notion d'archive pour les historiens vient du fait qu'elles sont le fondement de la connaissance, le référent réel du discours et sont garant de l'ambition de vérité, le lien matériel avec le passé, le lieu où s'engage en tant que trace la réflexion sur l'histoire prise dans le temps entre passé et présent. Cependant, bien entendu, les historiens acceptent aujourd'hui le fait que les sources ne constituent pas le matériau brut sur lequel l'historien mène ses expérimentations, ou du moins auquel l'historien pose ses questions. Les archives sont construites. Elles le sont au moins 3 fois, par la société, par les agents qui interviennent dans l'opération de sélection et de mise en archive, et par les historiens ou chercheurs en sciences sociales. Quant aux spécialistes de littérature, on fréquente certes les archives dans certaines sous-disciplines. Les archives d'auteurs pour la critique génétique, l'étude de manuscrits, les monographies en général, les archives éditoriales lorsqu'on travaille sur le contexte de production et de publication des œuvres littéraires, les archives historiques ou institutionnelles lors de recherches sur la réception des œuvres, tout comme les archives privées d'intellectuels et d'écrivains. Dans ces cas, on peut considérer que les archives fonctionnent comme des sources, comme dans la discipline historique. Malgré cet usage fait dans certaines sous-disciplines, pour nous, spécialistes de littérature, les archives n'occupent pas une position centrale. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre tradition, ou plutôt nos traditions critiques, se sont construites sur l'opposition entre archives, terrain, enquête et, de l'autre côté, le texte littéraire. L'autonomie de la discipline ayant longtemps reposé sur l'autonomie textuelle, comme si les attaches d'un texte à ses contextes empêchaient son existence en tant qu'objet autonome. Néanmoins, depuis les années 1980, l'imposition d'un nouveau mode de rapport au passé a déterminé un travail de la littérature sur le passé et le présent sous forme d'archives, dans de nombreux pays. Dès lors, dans le cadre de ce que François Hartog a défini comme un nouveau régime d'historicité, la littérature a établi un rapport spécifique à ce que j'appelle le réel archive, étudié par les spécialistes contemporains dans différentes aires culturelles. Opérant un mouvement de création d'archives, la littérature et la discipline littéraire se sont repositionnés dans la topographie des productions artistiques et dans l'organisation des savoirs. Concernant la question des archives et du texte littéraire, ou de l'inscription et les usages des archives dans le texte littéraire, nous aurons, le long de ces 2 journées, l'occasion de considérer différents cas dans leur spécificité et leurs implications esthétiques et idéologiques. Ma position personnelle étant que cette étape historique, où un certain nombre de textes littéraires présentent la particularité de se proposer comme étant basés sur des archives, dans cette étape, il ne suffit pas du texte lui-même, bien entendu, pour comprendre s'il y a derrière le texte ou dans le texte des archives existantes. La génération d'un effet archive peut prendre appui sur des sources réelles ou inventées. Seul le recours aux données extratextuelles nous permet d'établir une différence, ce que Jean-Marie Schaeffer appelle le positionnement dans le réel. Au-delà de cette question, il est certain que la génération de cet effet archive a des effets idéologiques qu'il est impossible d'ignorer. Cela signifie que nous ne pouvons pas en rester à la fascination que cet effet provoque chez nous, lecteurs de fiction et chercheurs spécialisés, et aussi que nous ne devons pas attribuer a priori à cet effet une signification ou un sens idéologique positif. Ce que j'appelle effet archive de la littérature contemporaine apparaît, à mon avis, trop souvent comme une valeur en elle-même. La double inscription relativement récente des archives, donc à la fois sur le texte littéraire, fictionnel ou non fictionnel, ou indéterminé, disons, et dans la discipline littéraire, incite à nous poser la question de leur incidence épistémique dans notre travail de chercheur. D'autant qu'un questionnement n'accompagne pas toujours l'incorporation des archives à nos pratiques. Nous, spécialistes de littérature, nous faisons désormais partie du vaste public des archives, spécialisées et non spécialisées.
mais qu'en faisons-nous? Afin de commencer à répondre à cette question, je souhaiterais revenir très rapidement sur 3 moments du travail de recherche et ses implications. Tout d'abord, les raisons qui mènent à la décision de consulter des archives lors d'un travail d'analyse littéraire, les usages qu'on en fait, et pour finir, leur inscription dans le déroulement et l'écriture de la recherche. La décision d'aller aux archives, sans en faire un usage en tant que source, découle d'une conception spécifique du travail sur la littérature, qui considère le texte non pas comme une réalisation ontologique isolée, mais comme un objet matériel. Une matérialité constitutive de son identité qui réintroduit l'ancrage du texte littéraire dans son présent et dans le présent de l'interprétation. Les archives ne ramènent pas à la question du statut des traces du passé au sein du processus de construction du savoir. Elles permettent d'incorporer à nos interprétations la réalisation matérielle du texte, qui n'est pas circonstance, mais le texte lui-même. Les archives, comme la méthode que j'ai appelée ailleurs de l'enquête, permettent d'opérer non pas une contextualisation au sens large du terme, mais plutôt un débordement de la logique de l'œuvre, sur ce qu'on avait pour habitude de considérer comme relevant de son, entre guillemets, contexte extérieur. Conçues comme des opérations, voire des interventions productives, et non pas comme des résultats cristallisés, les textes littéraires sont donc, à partir de cette conception, rapatriés dans l'histoire sociale et politique, sans pour autant être réduits à des signes de leur contexte idéologique, politique ou social. Les stratégies éditoriales comptent donc ainsi au même titre que la structure formelle ou la structure thématique, ce qui implique le refus de traiter le texte littéraire comme un objet formel possédant une identité interne stable. L'identité des œuvres est donc considérée comme étant toujours relative, d'abord et avant tout au contexte de publication, le contexte de publication et le contexte de production étant perçus comme 2 moments irréductibles dans la construction de l'identité de l'œuvre et de l'auteur. Le déplacement ainsi opéré met en question l'idée d'un texte type, la remplaçant par l'hypothèse selon laquelle chaque nouvelle édition met en place une nouvelle version de l'écrit, la dimension temporelle et synchronique des objets étant ainsi traitée simultanément. Donc, une fois aux archives, l'usage spécifique que nous en faisons implique qu'on ne les considère pas comme le lieu d'un reflet ou un lieu de preuve, mais comme un espace de construction où l'objet se génère dans une forme d'échange qui implique la confrontation à un matériau souvent opaque. C'est ainsi qu'Arlette Farge a décrit les enjeux du travail en archives dans Le goût des archives, rappelant l'effet de réel que produit l'archive, la façon dont le sens se découvre, le fait qu'on ignore souvent à quoi va servir l'archive, la nécessité de rester disponible aux formes qu'elle contient, la difficulté qui existe à décider entre l'essentiel, le nécessaire, l'inutile et le superflu. Elle met également en garde contre un usage des archives destiné à conforter les hypothèses de travail qui ont été établies préalablement, ainsi que contre l'absence de distance, pouvant donner lieu à une symbiose aveuglante avec l'objet choisi. Si nous arrivons aux archives guidées par la recherche des conditions matérielles, comme c'est le cas dans cette conception, des conditions matérielles qui donc s'inscrivent sur le texte ou laissent des traces sur celui-ci, mais dans l'exploration demande un travail d'archives. Donc si nous arrivons aux archives guidées par ces principes, reste à définir ce qu'on va en tirer, ce qui viendra du travail. Nous posons des questions aux archives, mais les archives nous posent aussi des questions. En paraphrasant Borges, on peut dire qu'il y a des moments où les archives sont sur le point de nous dire quelque chose. Elles ne le disent pas, ou elles le disent et nous ne le comprenons pas, ou cela nous demande un temps considérable de le comprendre. Ces questions que nous avons du mal à saisir, dont la compréhension demande un temps qui peut s'avérer relativement long, et que nous avons aussi du mal à définir, sont la réponse que nous donnent les archives. On ne peut par ailleurs la saisir cette réponse, qu'en incorporant à notre pratique leur histoire, l'histoire des archives et l'histoire de la genèse des archives. La spécificité de leur construction ne constitue pas une donnée qui précède la recherche, elle s'inscrit dans celle-ci, et cette inscription devrait être visible dans nos productions.
Nous sommes donc dans un usage des archives où l'objet de la recherche sera amené à être défini. Pour plus de précision, nous devrions peut-être dire qu'il se génère au contact avec la matérialité des manuscrits et des documents. C'est là que les hypothèses se constituent. Cependant, le chemin qui nous mène vers des archives spécifiquement liées à un auteur ou à une thématique ouvre souvent la nécessité d'autres archives. Ainsi, en un sens, les archives sont toujours virtuelles. Plus que l'ensemble qui détermine notre travail n'est pas localisé en un unique lieu physique, mais construite dans le développement d'une hypothèse scientifique, ce qui n'implique en aucun cas qu'on nie la matérialité des archives. Ce qui s'est défini ainsi, c'est un type spécifique de lieu de savoir dont il nous appartient de conserver la matérialité dans la formulation de nos recherches. J'en arrive aussi au troisième aspect que je voudrais évoquer, c'est donc l'inscription du travail en archive dans la méthodologie et dans l'écriture. La fiction fait étalage des archives, la fiction contemporaine. Elle a constitué ce recours, ou cet effet, ce que j'appelle l'effet archive, en recours littéraire ou en procédé littéraire. Dans la recherche, en revanche, souvent les archives ne sont présentes qu'en note en bas de page. Elles forment une base de preuves ou apparaissent comme des occurrences textuelles. Mettre en évidence l'incidence épistémique du travail en archive implique qu'elles intègrent nos narrations, je vais les appeler comme ça ici aujourd'hui, des narrations spécialisées de chercheurs, et donc la mise en place de stratégies d'écriture nouvelles qui ne répondent pas forcément aux conventions de nos disciplines. Et cette mise en place demande un exercice d'imagination scientifique, un travail qui peut s'avérer déroutant et particulièrement long. Ce travail d'écriture scientifique créative est déterminé par l'objet lui-même, tout comme par le type d'archives auquel on a affaire. Et il se joue sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, celui de la stratégie d'écriture ou la stratégie narrative générale adoptée pour exposer une recherche qui, paradoxalement, peut ne pas pouvoir être définie que relativement tard, alors que nous avons déjà rédigé une partie très importante du travail. Il y a aussi le niveau de la conceptualisation, tout comme celui de la présentation de l'histoire des archives et notre capacité à mettre en évidence leurs fonctions dans le développement de la recherche. Et pour finir, l'opération de description et de synthèse demande qu'on conçoive des modes de croisement des données afin de produire des sens. Mais ce qu'on affirme des stratégies narratives est aussi valable, bien entendu, pour la méthodologie. Dire que nous ne prenons pas les archives pour un matériau naturel et purement textuel signifie que leur intégration contribue à mettre en place une méthode de travail, que celle-ci ne pourra pas répondre aux méthodes apprises ou préconisées par nos disciplines, même si ces méthodes en constituent la base, bien entendu. Là aussi, nous avons à faire preuve d'imagination méthodologique, un processus qui peut aussi être long et parfois un peu déroutant. Marc Bloch parlait à ce propos du spectacle de la recherche, Etienne Heim, d'exposer les archives. On peut également décrire le mouvement comme une intégration de la fabrique d'une recherche, de ses présupposés, de ses ressources, et bien entendu, évidemment aussi, de ses limites, de ses contraintes, de ses maladresses, de ses impossibilités, des moments de dilapidation savante, des moments de récupération savante, des moments d'ennui, parfois insurmontables, et des moments d'enthousiasme. Cependant, en aucun cas, cette incorporation des archives à la narration ne doit constituer une excuse pour déplacer le centre de l'analyse de l'objet lui-même vers le chercheur. Les enjeux de la formalisation du sujet écrivant, je, nous, on, doivent faire l'objet d'une réflexion et d'une explicitation dans nos écritures. Qui suis-je aux archives ? Dans ces archives en particulier, en tant que chercheur, est également définie par l'écriture qui résultera de leur traitement. La légitimité de cette incorporation du chercheur au récit ne peut donc reposer que sur le travail exposé lui-même, et en aucun cas sur le statut social, académique ou personnel du sujet chercheur. J'ai eu l'occasion d'évoquer à propos de l'enquête le fait que cette méthode de travail que nous sommes nombreux à partager implique une temporalité relativement longue, qui ne correspond pas forcément aux impératifs actuels du monde académique.
Je voudrais ici insister sur un autre aspect qui est l'incertitude, l'indéfini, les risques. On patauge longtemps, souvent, quand on ne sait pas encore répondre aux questions que nous posent les archives, sans savoir vers où on va, où est-ce qu'on arrivera, ou si on arrivera quelque part. Le travail s'accumule, on écrit sans savoir où on sera à la fin, etc. Et aussi, on écrit parfois sans savoir dans quelle discipline on sera placé en arrivant à la fin. Mais la démarche, nous sommes habitués donc à considérer que cet état est le propre de nos années de formation. Mais la démarche décrite implique qu'on retrouve cet état dans chaque projet, dans chaque moment qu'on envisage. Donc arrivé à ce point, on peut se poser une autre question, c'est peut-on bâtir une théorie? C'est la question que je me posais en envisageant ce projet. Peut-on bâtir une théorie de l'archive sur la généralisation d'un cas particulier? En effet, chacun de nous, historiens, littéraires, sociologues, etc., nous avons construit nos réflexions sur les archives à partir d'un profil spécifique, d'archives qui ont un profil spécifique. Donc, qu'est-ce qui nous permet de théoriser à partir de nos expériences et de proposer une réflexion sur la dimension épistémique des archives? Donc, la réponse à cette question que je voudrais apporter aujourd'hui et à la base de ce projet, c'est que c'est dans la confrontation de nos cas particuliers, de notre cas particulier, à l'expérience d'autres collègues avec d'autres archives et d'autres types d'archives, que nous pouvons saisir les spécificités à partir d'une méthode, évidemment, qui doit être à la fois comparatiste et interdisciplinaire. Donc la recherche en question porte sur l'autobiographie de Heinrich Schliemann, dont le nom, évidemment, évoque le destin extraordinaire d'un enfant passionné par le monde antique, qui, une fois devenu adulte, va utiliser sa fortune acquise dans le commerce pour réaliser ce rêve d'enfance. Il est également, son rêve d'enfance, donc, qui était, comme j'espère tout le monde le sait, trouver l'emplacement de la ville de Troie, et prouver que Troie a vraiment existé. Donc c'était un polyglotte autodidacte qui incarne pour nous tous, dans la culture occidentale, le combat victorieux d'un enfant pauvre et illettré, ce qui est relatif, que les difficultés financières empêchent de faire des études, mais qui poursuit son rêve une fois devenu riche et parvient à se faire un nom dans le monde de l'archéologie. Je précise quand même que Schliemann reste l'archéologue le plus célèbre de l'Occident. C'est dans son autobiographie donc que Schliemann a présenté cette scène où il rêvait d'excaver Troie. De faire des fouilles à Troie. Donc pour comprendre la décision d'aller aux archives, parce que dit comme ça, on peut dire, bon, on prend les autobiographies, évidemment, et on travaille dessus. Donc cette décision d'aller aux archives, qui se trouve à l'American School of Classical Studies à Athènes, pour un travail qui est, à première vue, pouvoir être purement textuel, il faut rappeler que l'origine de ce projet est un autre projet qui porte sur les rapports entre récits et sciences humaines et sociales en constitution, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans ce projet, Schliemann était un des 3 auteurs envisagés. Donc ma décision d'aller aux archives, au départ, dans ce projet, venait de l'idée justement de se confronter à la matérialité du récit de Schliemann et voir comment il avait construit ses ouvrages. Donc, arrivé aux archives, j'ai été confrontée à ce que je ne savais pas du tout à l'époque, et je pense que les lecteurs spécialisés le savent, mais le grand public l'ignore, c'est que nous parlons tous de l'autobiographie de Schliemann, mais il existe en fait 4 versions de son autobiographie, écrites à des moments différents de sa vie. Et donc, c'est en découvrant le manuscrit, on va découvrir, c'est un bien gros mot, tous les spécialistes le connaissaient, la première autobiographie qui n'avait pas été publiée du vivant de Schliemann, mais qui avait été publiée après, sauf que je ne le savais pas à l'époque, évidemment, que je me suis dit, voyons les autres autobiographies, puisque dans la première autobiographie, il n'y a pas la scène de l'enfant qui rêve de Troie. Il n'y a aucune trace d'intérêt pour le monde académique. Et donc, j'ai retrouvé les autres autobiographies qui, elles, ont été publiées effectivement, et c'est à partir de là que les 4 autobiographies se sont constituées en série ou en objet. Donc, que fait-on avec 4 autobiographies ? Alors évidemment, je pense que c'est là où interviennent très fortement nos formations d'origine. Quand nous allons vers une démarche interdisciplinaire, il faut toujours s'appuyer sur la discipline de base. Donc la première chose, évidemment, c'était de les comparer les modalités qu'a adopté le récit, ou alors vérifier les données, évidemment. Et c'est là que les archives sont devenues vraiment indispensables, parce que les 4 autobiographies sont très différentes, et que ce n'est pas facile de comprendre sans les archives pourquoi et en quoi elles sont différentes.
Voilà, donc là, c'est vrai, j'ai eu un moment où je crois que j'étais tentée par une analyse purement narratologique, mais on est allé au-delà. Donc ce récit, mais l'analyse est à l'origine du projet, parce que une fois qu'on a confronté les autres données des archives et la matérialité du texte et qu'on analyse le récit, ce qui apparaît, c'est quelque chose qui est absolument évident, vous allez le voir quand je vais vous le dire évidemment, mais qui n'a pas été signalé en 150 ans et dans une vingtaine de biographies de Schliemann, c'est que effectivement les autobiographies de Schliemann, publiées de son vivant évidemment, on voit dans cette autobiographie le topos de l'enfant qui rêve de Troie et celui de l'apprentissage des langues, évidemment, qui se déploie dans ces autobiographies, mais en se déployant, ce qu'on comprend à travers les archives, c'est que ce récit obture un autre récit, qui est celui de la formation de Schliemann. Comment un commerçant de 46 ans est devenu l'archéologue le plus célèbre de tous les ans. Donc, de tous les temps. Comment? Donc c'est ça qui est obturé. Et les autobiographies, dans leur constitution narrative, ont une façon très particulière d'obturer la question. On les lit, on ne se pose même pas la question. Donc par ailleurs, ce qui était aussi très intéressant, c'est que dans les archives, il existe toute une série de lettres reçues par Schliemann avant et après la publication de la première autobiographie, qui apportent les éléments qui construisent les topoi de l'autobiographie également. Et je voudrais exprimer ici aussi ma reconnaissance à Eleftheria Adalețiu, l'archiviste de la Gennadius, des archives, qui a attiré mon attention sur le fait effectivement que la lecture d'une littéraire différait de la lecture des historiens et des archéologues qu'elle voyait venir tous les jours aux archives. Et elle a contribué donc à me convaincre qu'il y avait là un objet. Donc on se sent. Alors ce qu'elle disait, c'est que pour une autre colloque, ce qu'elle posait, c'est la question du mensonge des archives, en fait, parce qu'elle disait que les historiens, les archéologues vont aux archives Schliemann pour vérifier les données de Schliemann et qu'ils s'aperçoivent du mensonge qu'est sa vie racontée. Donc, ce n'était pas du tout ça qui m'intéressait, effectivement. Donc, en ce sens, c'est l'imagination scientifique qui entre en jeu, qui permet non pas de montrer le caractère fictionnel de la scène de l'enfant qui rêve de Troie, mais de générer la question de sa formation. Et sa formation, donc, s'est faite à Paris, entre 1866 et 1870-71. Donc à partir de là, je n'entre pas dans le détail, mais c'est à partir de là que sont déployées de très nombreuses archives, parce qu'effectivement, reconstruire l'itinéraire de Schliemann à Paris, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait, et qui est une tâche un peu frustrante, puisqu'il y a très peu de traces, mais donc là, de nombreuses archives parisiennes entrent en jeu, en particulier les archives de la ville, qui permettent de reconstruire ces séjours. Mais je voudrais évoquer ici la question de l'écriture, justement pour finir, c'est que la prégnance narrative de cette scène de l'enfant est particulièrement persistante et résistante. Et elle a fait obstacle à mon écriture en tant que chercheur. Elle a demandé en particulier l'introduction de quelque chose que moi, personnellement, en tant que chercheur, j'avais toujours refusé, ce que nous appelons un narrateur en littérature, c'est-à-dire la construction d'une instance qui guide la lecture d'une façon tout à fait différente par rapport à tous mes travaux précédents. Mais je dirais que le propre de l'enquête d'archives est sans doute ce caractère malléable et contraint à la fois. Il ne faut jamais lâcher prise, on ne peut jamais lâcher les archives, mais en même temps il faut construire un récit qui permette au lecteur de s'insérer dedans et à vous-même, aux chercheurs aussi de s'insérer, ce qui n'est pas forcément facile sans se détacher de cette matérialité. Et donc je dirais que pour finir, que c'est dans la mesure où la position donc construite dans le travail en archives va à l'encontre non seulement des autobiographies de Schliemann, mais de très nombreuses biographies qui avaient été écrites sur lui. Et c'est ça qui a fait obstacle à la recherche et à l'écriture, puisqu'il s'agit là d'une force de l'écriture de Schliemann qui est particulièrement résistante. Mais pour finir, je voudrais dire simplement que il est évident que seul un mythe peut vaincre un autre mythe. Cependant, mon travail ne vise pas la démystification de Schliemann. Il tente de comprendre les mécanismes de représentation et un usage très particulier de l'écriture. Et donc, je pense que tous ceux qui admirent Schliemann peuvent rester tranquilles, puisque même quand on rallie mes hypothèses, on peut rester fidèle au mythe Schliemann. Donc même lorsque on génère une autre scène, donc c'était ça pour moi la clé du travail. Il y a la scène de l'enfant qui rêve de Troie et il faut générer une autre scène
qui soit forte, qui soit tout aussi forte et appuyée sur les archives, évidemment. Et donc cette scène est la scène d'un commerçant autodidacte qui arrive à Paris. Il commence à fréquenter le Collège de France et la Sorbonne. Il tombe amoureux du discours scientifique et il décide de passer du statut de consommateur de discours savants au statut de producteur de discours savants. Merci beaucoup. Comme vous l'avez compris dans mon exposé, l'idée de ce projet est de penser l'inscription des méthodes générées à partir des archives et de l'écriture qui se détermine à partir des archives. Et nous l'avons conçu aussi par rapport à, comme disait Esteban, une préoccupation contemporaine, c'est-à-dire que les archives sont très présentes et de plus en plus présentes en tant que thématique dans nos recherches. Et il y a 3 volets. En tant que littéraire, j'ai voulu commencer par la discipline littéraire, bien entendu. Le deuxième volet aura lieu à Varsovie. Nous avons ici nos partenaires que je vais vous présenter tout de suite. Et l'axe est art et archives, mais je pense qu'on avait changé l'intitulé. Je ne suis plus très sûre. Art et archives, on reste sur art et archives. Donc, les propositions seront les bienvenues. Le colloque aura lieu du 11 au 13 décembre 2017 sur 3 journées parce que nous avons déjà beaucoup de personnes qui ont manifesté leur intérêt. Le troisième volet aura lieu à Columbia University au mois de mai 2018. Et l'intitulé retenu pour l'instant est « Les poétiques des archives ». Donc vous voyez que nous avons un volet sur la littérature, un volet sur l'art en général, et c'est pour ça qu'on voudrait déployer ce colloque au moins sur 3 jours, parce que les arts sont nombreux. Donc, et le troisième portera plus précisément sur les sciences humaines et sociales et les archives. Et bien sûr, tous les spécialistes et tous ceux qui ont envie de participer seront les bienvenus. Donc, l'heure des remerciements. On présente peut-être d'abord nos partenaires. Donc Clara, tu veux présenter peut-être nos partenaires de Varsovie pour le prochain volet. Nos partenaires de Columbia University, malheureusement, pour des empêchements de nature différente, ne sont pas présents aujourd'hui, mais sont toujours présents et actifs. Tu voudrais peut-être présenter Monsieur Pavel, peut-être on commence par... Merci pour la collaboration et puis la présentation sur le second dans la journée, mais surtout Monsieur Pavel Romain qui est le... Oui. Directeur du centre de civilisation française à la Sorbonne et... Polonaise. Oui, centre de civilisation. On a oublié le polonais dans le programme. Française. Du coup, la directrice adjointe du centre de l'Institut de la culture polonaise à l'Université de Varsovie, Gerdine Lopez, Agnieszka Charkovic, et donc aussi l'Institut polonais qui s'est engagé. Oui, très bien. Donc pour finir avec les remerciements, enfin pour commencer, en réalité pas avec les remerciements, le CRAL, bien sûr, merci Esteban d'avoir rendu ceci possible. Merci les partenaires que tu as mentionnés, l'équipe logistique du CRAL, toujours de bonne humeur, aimable et efficace. Merci vraiment à Jamila Meliani, à Adeline Alvarez et Julie Solvich. Morgane Labbé qui nous a beaucoup soutenus, qui est maître de conférence à l'EHESS et qui a servi de lien entre nos partenaires polonais et nous-mêmes. Depuis longtemps, oui, qui est très active, je ne sais pas. Et Clara, bien sûr. Alors Clara, moi je voudrais te remercier particulièrement parce que c'est toi qui m'as convaincue que ceci n'était pas une lubie personnelle, mais que ça pouvait intéresser nos collègues. Et je voudrais aussi remercier bien sûr les intervenants et le public et présenter mes excuses pour les petits cafouillages qu'il y a eu au niveau des... Il y a eu quelques petits problèmes d'organisation à différents moments. Toutes mes excuses aux participants pour ceci. Et voilà, moi je pense qu'on peut céder la parole à ce que nous attendons avec impatience.